Moi. Décédère, on va y aller. Erev Tov, bonsoir à tous, à toutes. On est très heureux, grâce à Midreshet Yehuda, de pouvoir rencontrer une fois de plus en Zoom Ariel Assaf, guide officiel. Et ce soir, on part en... Tu as intitulé cette conférence « Deux rabbins dans une calèche à la rencontre des pionniers, des Chalutzim, le Rav Kook et le Rav Sonnenfeld, qui partent au nord. » Et il faut dire la vérité que toi, avant d'avoir préparé cette présentation, tu as l'habitude de le faire en français et peut-être même en hébreu sur plusieurs visites guidées. Et pour nous, ce soir, tu as préparé un montage. Voilà. Merci Ariel, bonne étude. Ok, alors bonjour tout le monde. Et on va tout de suite commencer. Je vais lancer le partage d'écran. De toute façon, que vous puissiez voir le diaporama. Pardon. Qu'est-ce que j'ai fait? Et voilà. Bien. Donc, j'ai choisi ce sujet parce que nous sommes maintenant au mois de Cheshvan, le 28 Cheshvan, et justement, à cette date-là, il y a maintenant 107 ans, deux rabbins prennent la route pour aller rencontrer les villages agricoles du nord d'Israël. Ça s'est passé, ils sont partis pour un mois, c'est quelque chose d'assez impressionnant à l'époque. Et on va essayer de voir pourquoi ils ont fait ce voyage, qu'est-ce qu'ils espéraient découvrir. Vous avez une photo des deux organisateurs du voyage. Enfin, l'organisateur, c'est le rabbin qui est à droite, le rabbin Abraham Yitzhak Cohen Cook, qui était à l'époque, en 1913, le rabbin de Yafo et des colonies agricoles, donc des établissements agricoles d'Israël de l'époque. Et à gauche, vous voyez le rav Yosef Chaim Sonnenfeld, qui était le rav de la Eda Haredite de Jérusalem, donc le dur des durs. Et le Rav Kook lui dit, qu'est-ce que tu penses qu'on aille faire un tour et qu'on aille voir un peu ce qui se passe dans ces établissements agricoles? C'est le début du kibbutz, c'est les villages agricoles du baron de Rothschild de 1882-1890. Et il répond à l'appel et les deux vont partir. Alors, nous, on est partis aussi. Voilà. Alors, le chemin qu'ils vont faire, c'est de partir de Yafo, donc la région de Tel Aviv à l'époque. Tel Aviv vient d'être créée, Tel Aviv a 4 ans. La ville, c'est Yafo, le Rav Kook est à Yafo. Et ils vont aller vers le nord, vers Hadera, vers Zichron Yaakov, Atlit, Kfar Tavor, Merchavia, Kfar Tavor, et ils vont aller jusqu'à Metula, tout à fait à l'extrême nord d'Israël. Ils vont visiter une trentaine de villages. La raison pour laquelle ils décident d'aller vers le nord, il y a également à l'époque des établissements agricoles vers le sud, ce qu'on appelle Moshavot Hadarom, les Moshavot du sud, c'est Rishon LeZion, c'est Nes Tziona, c'est Rehovot. Mais là-bas, le contact avec le rabbinat est beaucoup plus étroit. Ils sont beaucoup plus proches de Tel Aviv, beaucoup plus proches de Jérusalem, alors que les villages du nord sont coupés de Jérusalem. On va tout de suite comprendre comment se transporte de Jérusalem jusqu'à Metula ou de Metula retour. Ces rabbins vont utiliser des bateaux, des calèches, une partie on doit le faire à pied, des trains. Le voyage est long et complexe. Donc ils vont vers le nord d'abord parce que le contact avec le rabbinat est un petit peu coupé. Et les rabbins ne savent pas ce qui se passe là-bas et on aimerait bien un petit peu comprendre ce qui se passe. Et deuxièmement, il y a une nouvelle Aliyah qui est venue à partir de 1904, qu'on appelle la seconde Aliyah, qui sont des jeunes socialistes qui sont venus d'Europe de l'Est, très différents de la première Aliyah qui était venue à Zichron Yaakov, à Rishon LeZion, qui étaient des gens qui étaient venus en famille, de familles religieuses d'Europe de l'Est. Et là, maintenant, il s'agit de jeunes socialistes qui ont un peu coupé les ponts avec la tradition. Et les rabbins voudraient bien essayer de racoler les morceaux. Et c'est pour ça qu'ils vont vers le nord. Alors, qui c'est qui participe à ce voyage? Je l'ai dit, les deux rabbins qu'on a vus tout à l'heure dans la photo. Donc, le Rav Kook à droite, le Rav Sonnenfeld à gauche. Le Rav Kook est accompagné de son élève, le Rav Yaakov Moshe Harlap. Le Rav Sonnenfeld est accompagné de son fils, Rabbi Eliyahu Mordechai Sonnenfeld. Mais se joignent à eux encore d'autres rabbins. Certains vont venir en route, comme le rabbin de Tibériade, le rabbin de Haïfa, qui vont faire une partie du chemin quand les rabbins seront près de leur district.
Mais deux figures très importantes vont faire tout le voyage depuis le début jusqu'à la fin. C'est les deux personnages que vous voyez en haut au centre, et on va tout de suite parler d'eux. Donc, le personnage qui est à droite s'appelle Rav Ben-Sion Yadler, et lui est responsable de prendre les troumot ou masrot, donc les dîmes qu'on doit donner aux prêtres, aux Kohen, aux Lévis, dans les villages agricoles. Donc, lui est déjà en contact avec ces villages, puisque lui fait le tour et leur explique comment prendre le trouma et le maaser, les dîmes. Et la trouma, c'est ce qu'on a donné aux Kohanim, aux prêtres, à l'époque, déjà il y a 2000 ans, on donnait. Et aujourd'hui, on est toujours encore tenu de le donner. La quantité n'est pas très grande, mais si on ne donne pas cette partie des offrandes, on n'a pas le droit de consommer la récolte. Donc le Rav Ben-Sion Yadler était au contact de ces agriculteurs pour leur expliquer comment prendre les troumot ou masrot. Mais celui qui est encore plus intéressant, c'est le personnage qui est à gauche. Le personnage qui est à gauche s'appelle le Rav Binyamin Halevi Horowitz, et lui est représentant en Israël d'une organisation qui s'appelle Pakuam, Kidim Bamar Kalim d'Amsterdam. Le nom n'est pas important, mais ce qui est important, c'est son rôle. C'est l'organisation qui réunit tous les fonds ramassés dans la Gola en Europe du Nord pour Eretz Israël. Alors on sait que dans le temps, il y avait des shadarim, il y avait des émissaires d'Eretz Israël qui faisaient le tour des communautés du monde juif, en Europe, en Afrique du Nord, en Asie, et qui allaient ramasser de l'argent pour les pauvres d'Eretz Israël. En Europe, on a voulu s'organiser un petit peu mieux. Il y a une organisation qui a été créée, un petit peu comme ce qu'on va faire en France après le FSJU, un Fonds social juif unifié qui va essayer de réunifier toute la récolte d'argent et la redistribution. Et donc, Pakuam, c'est elle qui gère tout cet argent ramassé pour les pauvres d'Israël. Pourquoi se joint-il à ce voyage? Parce que le Rav Kook a besoin d'un sponsor, il a besoin d'un mécène qui va payer, ça coûte de l'argent, il faut payer le voyage, il faut payer les calèches, il faut payer les accompagnateurs, et c'est Rabbi Benjamin Halevi Horowitz qui va être le bailleur de fonds. Et ce qui est très intéressant pour les hébraïsants, mais pour les autres, je vais traduire, il y a une lettre du Rav Kook que vous voyez au milieu de la page, et dans cette lettre qui a été publiée dans le livre, il y a 4 tomes de lettres du Rav Kook, et dans une lettre de 1908, donc je parle 5 ans avant ce voyage, le Rav Kook écrit au Rav Yitzhak Isaac Halevi, lui écrit qu'il a envie de faire un voyage à la rencontre des établissements agricoles, mais il ne veut pas arriver comme un pauvre herr, il veut arriver de façon honorable, comme le grand rabbin d'Israël, le futur grand rabbin d'Israël, le rabbin de ces établissements, c'est son titre officiel, et donc il va arriver en calèche, il va arriver de façon honorable pour aspirer le respect, pas la pitié. Et il dit, j'aurais besoin pour ça d'avoir une calèche à ma disposition, j'en ai pas, je cherche l'argent. Et finalement, ça va prendre 5 ans pour réunir les budgets pour que ce voyage puisse prendre place. Et c'est pour ça que le Rav Kook, qui est venu en Israël déjà en 1804, en 1904, en 1908, donc 4 ans plus tard, raconte ce rêve qu'il a déjà, on ne sait pas quand c'est qu'il a pensé le faire, mais ça va prendre encore 5 ans pour qu'il puisse le réaliser. Donc en 1913, c'est le signe du départ. Quel est le but des rabbins? Le but des rabbins est, d'un côté, le but officiel, le but que le Rav Kook va proposer au Rav Sonnenfeld de Jérusalem, c'est d'améliorer le respect des traditions du judaïsme dans ces villages agricoles. Donc on va voir comment ils font le Shabbat, on va essayer de voir qu'ils font le Shabbat correctement, qu'ils respectent le Shabbat, qu'ils ne travaillent pas le Shabbat. On va vérifier la cacheroute, qu'ils ont des shochatim, que la viande est cachère et qu'il n'y a pas de problème. Qu'ils ont des mikvés pour Tarat Amishpacha, pour la pureté familiale. La Trouma et le Maaser, ça c'est déjà en cours grâce au Rav Yadler, et surtout Chinuch, l'éducation. Voir comment se fait l'éducation dans ces villages et voir s'il y a lieu d'améliorer ou d'apporter des améliorations au système éducatif. Ça c'est le programme officiel. Le programme que le Rav Kook a présenté au Rav Sonnenfeld et qu'il a présenté au Rav Horowitz pour qu'il subventionne ce voyage. Maintenant, le Rav Kook a un second objectif qui n'est pas moins important, mais il a envie de rencontrer ces jeunes pionniers pour essayer de raccorder, de créer des liens d'amitié ou des liens de respect mutuel
Ça, c'est un peu plus dur parce que le Rav Sonnenfeld, pour l'instant, voit en eux des kofrim, des mécréants qui ont rejeté la Torah, donc il n'a pas très envie de renouer le contact avec eux. Mais le Rav Kook espère bien qu'en se connaissant, on va finir par renouer des liens et ne pas diviser le peuple juif en deux camps, le camp religieux et le camp non religieux, et qu'on va réussir à rester frères ensemble. Donc c'est une des raisons, et non les moindres, du voyage. Elle est peut-être moins mise en avant quand le Rav Kook cherche les subventions et la participation du Rav Sonnenfeld. Il met en avant l'amélioration du respect du judaïsme. Mais la deuxième partie n'est pas moins importante. Le Rav Kook a écrit un livre très important qui s'appelle Ikve Hatzon, dans lequel il explique pourquoi il y a une grandeur dans cette nouvelle génération qui veut reconstruire Israël, qui veut travailler la terre, et que même s'ils ont un petit peu lâché la pratique religieuse classique, il y a beaucoup de bons, beaucoup de Messirut Nefesh, ils sont prêts à énormément de sacrifices pour faire refleurir la terre d'Israël, et ça en soi-même c'est une grande mitzvah. Et donc ce sont des gens bien, même si ils peuvent être encore mieux s'ils font Shabbat et qu'ils mangent kasher. Alors, pour comprendre de quoi il s'agit, c'est quoi le problème de l'éducation à l'école? Alors, je vous ai mis un petit film de 1913 qui nous montre l'école phare de l'époque. Ceux qui connaissent Yafo, à Yafo, qui est, on vient de construire un nouveau quartier qui est un quartier d'habitation juif en dehors de Yafo, qui s'appelle Ahuzat Bait, qui va devenir dans quelques années Tel Aviv. Et là-bas se trouve l'école moderne, la Gymnasiat Herzliya, le gymnase Herzliya, du nom de Herzl. Vous voyez déjà l'entrée de l'école, ça rappelle un peu le temple de Jérusalem, c'est le nouveau temple, le temple à la connaissance, à la science. Mais voilà ce qu'on enseigne à la Gymnasiat Herzliya. חברי קבוצת הספורט של גימנסיה הרצליה בהדרכת המורה לחינוך גופני צבי נשרי מכינים תרגילים יפים ומעניינים לקראת ביקורו של הפכה הירושלמי. קפיצות באמצעות מקפצה, חמור ארוך ועבודה בזוגות על מקבילים. העם העברי המתחדש נכנס לחושר. כעבור שבוע יכתוב העיתון. Bien. Vous avez donc compris ce qui se passe au gymnase Herzliya. Je ne vous ai même pas parlé du fait que l'école est mixte. Oui, c'est terrible. Qu'on y apprend toutes sortes de matières comme la géographie, l'histoire, etc. Mais on fait de l'éducation physique. Et regardez là ce qu'ils sont en train de faire, la culture physique. Ils sont en train de préparer une réception pour le gouverneur turc. Mais c'est quoi, on forme quoi dans cette école? Des cosaques juifs? C'est quoi des juifs là qui sautent cheval d'arçon? C'est quoi cette façon d'être juif? Donc c'est quelque chose qui dérange énormément le rabbinat de Jérusalem. Et on va essayer de comprendre qui sont ces nouveaux juifs, qu'est-ce qu'ils sont en train de créer comme nouveau judaïsme. Donc il faut encore essayer de remettre l'éducation au pas avant que ce soit trop tard et qu'on ait créé des cosaques juifs qui n'ont plus rien avec la tradition juive, avec les textes juifs, avec la prière, etc. On a un petit texte un petit film sur le Shabbat et sur l'échange, je laisse tomber. On n'a pas beaucoup le temps, ça c'est pour une conférence plus longue. À quels endroits les rabbins veulent-ils arriver? J'en ai parlé tout à l'heure. Hadera, Zichron Yaakov, Bat Shlomo, vous avez la liste des villages du nord d'Israël. Ils vont bien sûr passer à côté de Haïfa. Alors ils iront visiter la ville de Haïfa où ils passeront le Shabbat. Ils passeront un Shabbat à Tibériade et un Shabbat à Safed. Donc c'est sur la route, ils vont visiter. C'est pas tous les jours qu'on fait des voyages comme ça à l'époque. Le Rav Kook et le Rav Sonnenfeld ont bien envie d'aller prier sur la tombe du Hari à Tzfat, sur la tombe de Rabbi Meir Balanès à Tibériade, mais ce sont des à côté du voyage. Donc en général, ils ont fait le Shabbat là-bas et le reste du temps, ils se sont occupés de cette rencontre avec les Chaloutzim, avec les pionniers, comme on le voit dans la photo qui est juste devant vous. Alors, qui est-ce qu'ils vont rencontrer dans leur pérégrination? Alors, ils vont rencontrer 4 types de Chaloutzim, 4 types d'agriculteurs qu'on trouve en Israël à cette époque-là. D'abord, ce qu'on appelle la première aliyah sioniste, c'est des gens qui sont venus entre 1882 et 1904, qui sont venus dans les établissements agricoles subventionnés par le baron de Rothschild et après par le baron de Hirsch. Ce sont des gens qui sont venus d'Europe de l'Est, ils sont venus en famille,
ils sont respectueux des traditions. On est déjà 20-30 ans après, il y a un petit peu un relâchement qui s'est fait, donc les rabbins vont essayer de resserrer les liens, resserrer les liens avec ces gens-là, mais dans le fond, c'est des gens qui sont pratiquants de façon classique, des juifs classiques. Ils vont rencontrer les pionniers de la seconde Aliyah, qui sont venus après 1906. Eux sont des pionniers socialistes, c'est les Ben Gurion et compagnie, qui arrivent pétris d'idéaux de la révolution russe, la première révolution qui a raté en 1905, celle qui va réussir en 1917, et eux veulent créer un homme juif nouveau. Donc, se coupent un peu de la tradition juive et vont se consacrer corps et âme à l'agriculture en terre d'Israël, mais assez loin de la pratique religieuse. Au centre de l'image en bas, vous voyez des Yéménites qui ont été amenés en 1912, donc un an avant ce voyage, par les sionistes, les pionniers de la seconde Aliyah de Kinneret, du kibbutz de Kinneret, Kibbutzat Kinneret, pour être des ouvriers agricoles. Ils ont besoin d'ouvriers agricoles, ils pensent que les Yéménites sont des gens très simples, habitués au soleil, donc ils pourront être des meilleurs ouvriers agricoles que ces jeunes gens venus de Russie, et de Roumanie et de Pologne pour lesquels la chaleur est terrible. Ils ont fait une grosse erreur parce que les Yéménites étaient orfèvres, étaient artisans, aucun n'était agriculteur. Et surtout, ce sont des gens très traditionnalistes. Donc, il va y avoir un heurt terrible entre ces jeunes socialistes et ces gens beaucoup plus traditionnalistes. Et dans l'image de gauche, vous avez une quatrième catégorie. Je reviens tout de suite. Juste, on voit en haut, au centre, donc la première Aliyah. Ça, ce sont les agriculteurs de la première Aliyah. En bas, à droite, on voit la seconde Aliyah. Eux, ils ont aussi commencé à monter la garde. Ils ont créé une organisation de garde qui s'appelle le Hashomer. Plus tard, ce sera la Ghana. Plus tard, ce sera Tzahal, l'armée israélienne. Donc, vous les voyez là avec leur ceinture de cartouches, déguisés, habillés comme les gardiens arabes qui montaient la garde avant, et les Circassiens avec leur chapeau de fourrure. Au centre, vous avez vu les Yéménites, et à gauche, ce que vous voyez, ce sont les Sobotniks. Les Sobotniks étaient des Russes provoslaves et qui, au 19e siècle, se sont convertis au judaïsme. Et ces gens-là sont des agriculteurs. Alors d'abord, ils étaient non-juifs, ils étaient chrétiens orthodoxes, provoslaves, mais ils ont décidé de revenir à des pratiques plus proches de la Torah. Donc par exemple, ils ont décidé que le Shabbat, ce ne serait pas le dimanche, mais le Shabbat. Et ils sont donc coupés de l'église, ils ont fait un groupe à part qu'on appelait les Sobotnikim. Sobota en russe, c'est Shabbat, les Russes qui observent le Shabbat. Plus tard, ils se sont convertis officiellement au judaïsme. Et donc, pour les activistes sionistes, c'est une manne, parce que ces gens-là, quand on leur parle d'Eretz Israël, ils ont les yeux qui brillent. Aller en Israël, mais c'est leur rêve. Et eux sont des agriculteurs qui vont venir avec des machines, avec une connaissance de la terre, et vont enseigner aux pionniers de la seconde Aliyah qui sont pétris d'idéaux et de bonne volonté, mais qui ne savent rien. Ils vont leur apprendre comment faire de l'agriculture. Donc aussi, ils sont très importants, et eux aussi vont être rencontrés par ces rabbins. Alors, comment on se déplace? J'en ai parlé. Ils vont se déplacer en train. Vous voyez le train à gauche, par exemple, de Haïfa à Merchavia, il y a un train, l'omnibus qui traverse la vallée d'Israël, un train qui va de Haïfa jusqu'au bord du lac du Tibériade à Tzemar. De là, on peut continuer jusqu'à Damas. De là, on peut continuer jusqu'à Paris. À l'époque, on pouvait prendre le train de Paris à Haïfa. Il suffisait de monter dans l'Orient Express, de prendre la correspondance pour Damas, de Damas dans le train de la vallée, de ce train qui arrivait à Haïfa. Donc, ils vont prendre ce train. Pour aller de Tzemar jusqu'à Tibériade, il n'y a pas encore de route à l'époque, le long du lac de Tibériade. Et donc, il va falloir prendre le bateau que vous voyez en bas à gauche, la navette qui amène du sud du lac jusqu'à la ville de Tibériade. Plus tard, il y aura une route, à l'époque, elle n'existe pas. À certains endroits, ça va être à Dodane. À certains endroits, à droite, en diligence. Et même le bateau, puisque le retour, pour revenir de Metula à Yafo, le plus simple est de prendre le bateau au Liban, à Tyr, et de prendre le bateau de Tyr à Tel Aviv, à Yafo. Donc, ils ont vraiment pris tous les moyens de locomotion à leur disposition à l'époque, le train, le bateau, les diligences, à pied, tout était bon. Et ils partent donc le 19 Cheshvan 1913, la maison qu'on peut toujours voir aujourd'hui à Neve Tzedek, la maison du Rav Kook, c'est de là que part le voyage. Elle est aujourd'hui en pas
pas en très bon état de conservation. Et on va maintenant pouvoir reprendre la route. Maintenant qu'on a compris qui part, comment ils partent, où ils vont, qui ils vont rencontrer, on va avec eux. Et le premier arrêt va être à Hadera. Hadera, qui se trouve près du littoral, pas loin de Césarée. Quand les rabbins arrivent à Hadera, ils croisent deux jeunes ouvriers qui leur disent « Mais qu'est-ce que vous êtes venus ici? On n'a pas besoin de rabbins. » Et leurs anciens, ceux qui sont venus en 1890 créer la ville de Hadera, déjà sont avant, qui eux sont plus religieux, disent « Mais c'est pas pour vous qui sont venus, ils sont venus pour nous, n'ayez pas peur. » Et le Rav Kook répond « Pas du tout, c'est pas pour vous qu'on est venu pour eux. » Et c'est ce problème qu'on va voir plusieurs fois. Mais qu'est-ce que vous faites là? On n'a pas besoin de rabbin, on n'a pas besoin de nous dire quoi faire. Et des fois, il y aurait un petit peu une glace à casser pour créer des liens. En général, les réactions vont être positives. Je rappelle qu'à l'époque, on ne se promène pas tellement sur les routes comme je vous dis. Bon, les routes n'existent pas. C'est pour ça qu'ils vont beaucoup aller à pied et à dos d'âne, parce qu'il manque de routes. On manque de routes. Et donc, il n'y a pas tellement de voyageurs. Et deux voyageurs comme le Rav Kook de Yafo et le Rav, un des plus grands rabbins de Jérusalem, c'est quand même un grand honneur pour le village de les recevoir. Et même si ce n'est pas un honneur, alors c'est au moins une attraction. Hein. Il y a des gens qui viennent, il y a de quoi voir, il y a de quoi discuter. Donc en général, le voyage s'est bien passé, l'accueil a été favorable, même si on n'a pas toujours été d'accord avec ce que les rabbins vont leur demander. Alors, ils arrivent à un des premiers villages de 1882, la première Aliyah, un des plus importants de l'époque, c'est le village de Zichron Yaakov. À Zichron Yaakov, comme le village de la première Aliyah, donc j'ai expliqué, c'est des gens qui sont venus de Roumanie, des gens qui sont venus avec famille, qui sont venus pratiquants. Alors effectivement, le premier bâtiment qu'ils ont construit, c'était une synagogue. Il y a une très belle synagogue à Zichron Yaakov qu'on peut voir jusqu'aujourd'hui. Le problème est que ces agriculteurs ont très vite fait faillite et sont allés demander de l'aide au baron de Rothschild à Paris. Le baron de Rothschild dit d'accord, mais il met en place une administration qui va contrôler comment fonctionnent ces villages, qu'est-ce qu'on fait avec l'argent qu'ils donnent. Et les administrateurs vont décider quelle culture on va faire, et quelles seraient les surfaces des maisons. En fait, ils gèrent tout. Et ils vont gérer la synagogue aussi. Alors, ces administrateurs qui viennent de France, il y a des Alsaciens, il y a des Juifs d'Afrique du Nord, il y aura à Zichron Yaakov, il y aura un administrateur du monde de Ben Shimol qui est à peu près qui a géré au départ. Et ce qui va se passer, c'est qu'eux sont des Juifs français, donc déjà beaucoup plus assimilés que les Juifs d'Europe de l'Est. Et quand les rabbins arrivent à Zichron Yaakov, ils voient quelque chose qui les surprend et qui les horrifie. Alors, vous allez voir la photo, vous verrez cette photo, vous y voyez une synagogue classique, mais pour ces rabbins de Jérusalem et de Yafo, tous les deux, le Rav Sonnenfeld et le Rav Kook, qui viennent d'Europe de l'Est, c'est une horreur. Parce que qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient une synagogue où la bima, la table sur laquelle on lit la Torah, se trouve devant, juste devant l'Arche d'Alliance. Et c'est du jamais vu chez les Juifs. La Torah est lue sur une table qui se trouve au centre de la synagogue. Où est-ce qu'on met la table, la bima, devant? Dans les synagogues réformées en Europe. Parce que c'est une imitation des églises. Dans les églises, l'autel est devant. Donc, quand le judaïsme s'assimile en Europe et qu'on veut ressembler aux églises, regardez le plan des synagogues. Venant de Strasbourg, je vous ramène au plan de la synagogue du quai Kléber avant-guerre, qui était copié exactement sur le modèle de l'église qui n'est pas très loin. Alors, quand on copie les bâtiments, on copie le mode, alors on a aussi mis la teva devant. Mais pour les rabbins, c'est une hérésie. Ils disent, nous, on ne rentre pas pris dans une synagogue comme ça. Secondement, ils apprennent que des mariages sont célébrés dans une synagogue. Un mariage dans une synagogue, un mariage, ça se fait dehors. De nouveau, c'est une copie du monde chrétien de célébrer un mariage dans la synagogue. Donc, ils disent, non, ça, c'est de la réforme, c'est pas pour nous. Nous, on ne rentre pas dans cette synagogue. Alors, l'administrateur Albert Cohen, à l'époque, essaye de dire, ah ben non, on va s'arranger. On ne s'arrange pas. Vous décidez de remettre les choses en place, on remet la teva, la bima en arrière, et on remet les pendules à l'heure. À l'arrière de la synagogue, il y avait un verset de la Torah. Mettre un verset sur les murs, c'est classique. Le problème, c'est que le verset, c'est Va'afta l'orecha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça aussi, c'est très bien.
Le problème, c'est que c'est marqué en français. Ah non, 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 dans une synagogue, on écrit en hébreu, pas en français. Donc, les rabbins, finalement, ne sont pas d'accord avec Albert Cohen, avec l'administrateur, et le vendredi soir, catastrophe, ils ne viennent pas à la synagogue. Ils vont prier à l'hôtel. Ils avaient pensé prier chez les Yéménites. Il y a une synagogue yéménite, puisqu'il y a des ouvriers agricoles yéménites à Zichron Yaakov. Ils ont pensé prier chez les Yéménites, mais en fait, jusqu'à l'entrée du Shabbat, il y a eu des pourparlers. Est-ce qu'on peut s'arranger? Est-ce qu'on peut trouver un motus vivendi pour que les rabbins viennent à la synagogue? Et quand Shabbat arrive, c'est trop tard déjà pour aller chez les Yéménites. Les rabbins prient à l'hôtel avec une partie des agriculteurs de Zichron Yaakov qui viennent honorer les rabbins. Et pour Albert Cohen, c'est une baffe. Donc le matin, une délégation arrive chez les rabbins. Ok, on accepte. Dès que Shabbat sera sorti, on créera une commission qui étudiera le produit. Le rabbin dit non, on n'a pas parlé de commission. Dès que Shabbat est sorti, vous remettez l'abima à sa place au centre. Finalement, il donne son accord. Les rabbins viennent prier le Shabbat matin à la choule. On aurait pu croire que tout va bien, sauf que le samedi soir, il s'avère que Albert Cohen n'a pas tellement l'intention de réaliser. Il convoque une commission, et là, maintenant, les agriculteurs ne sont plus d'accord. Ils disent, ah non, on a promis au rabbin qu'on allait bouger la bima. L'administrateur dit, bon, on va attendre, on va voir, on va demander au baron. Et ce qui va se passer, c'est que quatre jeunes agriculteurs viennent avec des outils, déplacent la bima sans rien demander à personne, et tout revient dans l'ordre. Donc, ça, c'est un premier problème à Zichron Yaakov, ce contact avec un judaïsme que les rabbins ne connaissaient pas, un judaïsme qui est influencé, qui est religieux, mais qui est influencé par des influences qui viennent de France et qui sont des influences bon, vous avez compris, que les rabbins ne supportent pas. De là, ils vont aller à Atlit. Je ne vais pas parler de ce qui se passe à Atlit, c'est très intéressant, mais juste une chose, c'est que quand ils arrivent à Atlit, ils se rendent compte, il y a une plainte qui est déposée par les villageois, que leur mikvé est fermé. Le mikvé, le bain rituel, a été fermé par le médecin. Il l'y a fait parce qu'il y a la malaria qui sévit à l'époque dans les marécages autour d'Atlit, et il décide que c'est insalubre que tout le monde aille se plonger dans le même bassin, et il ferme la mikvé. J'ai laissé ça parce que ça rappelle certaines choses qui se passent encore aujourd'hui. On est en période de Covid-19 où les mikvés ont été fermés par peur de contagion. Alors il y a déjà eu ce problème à Atlit en 1913 où le docteur Hillel Yoffe avait fait fermer le mikvé par peur de contagion de la malaria. Et de là, les rabbins continuent. Ils ont passé le Shabbat à Haïfa et ils prennent le train dimanche et ils arrivent à Merkhavia. Alors de nouveau, l'Internet ne marchait pas génial à l'époque, le WhatsApp pas non plus. L'organisateur du voyage, Binyamin Alevi Horowitz, avait annoncé aux gens de Merkhavia quand les rabbins allaient arriver, mais au jour dit, ils ne sont pas arrivés. Au jour où les rabbins arrivent, ils ne sont pas attendus. Donc, manque de bol, les gens de Merkhavia, qui sont à 3 km de la station de chemin de fer de Afula, n'ont pas de calèche à leur disposition pour amener les rabbins. Parce que la calèche la plus proche, il l'avait louée à Nazareth, qui est la ville qui est la plus proche à l'époque. Afula de l'époque n'est qu'un village. Et ils n'ont pas le temps d'aller à Nazareth chercher une calèche. Et donc, ils proposent aux rabbanim, ou vous allez à pied 3 km, ou on vous emmène dans nos charrettes qui, en général, servent à transporter le blé, les récoltes, etc. Et le Rav Kook va dire, on est très content de voyager dans une charrette qui sert à des paysans juifs à transporter le produit de la terre d'Israël. Et c'est juché sur des modes de paille que les rabbins vont faire leur entrée à Merkhavia. Alors Merkhavia, c'est encore quelque chose de différent. Merkhavia, ce sont des gens de la seconde alia, donc les socialistes de la seconde alia, mais ce n'est pas un kibbutz comme on va le voir, comme on le connaît ailleurs. Merkhavia, c'est une coopérative, c'est-à-dire que c'est un village coopératif, donc un kibbutz. Mais dans un kibbutz, il n'y a pas de salaire. Tout appartient à tout le monde et on partage. La devise du kibbutz, chacun donne selon ses capacités et reçoit selon ses besoins. La coopérative, c'est chacun donne selon ses capacités et reçoit selon ce qu'il a investi, selon son travail. Donc il y a un salaire différentiel qu'il n'y a pas dans le kibbutz. Donc les gens ne gagnent pas tous la même chose, ils gagnent en fonction de ce qu'ils ont investi, de leur investissement dans le travail, mais à part ça, tout était commun, le travail est commun, le réfectoire est commun, ça ressemble beaucoup au kibbutz, à part le fait qu'il y a un salaire différentiel. Et les rabbanim arrivent donc à Merkhavia, et là-bas ils sont accueillis glacialement par ces pionniers de la seconde alia,
qui leur disent on est venu en Israël pour créer un homme juif nouveau, on n'a pas besoin de rabbin pour nous enseigner comment vivre, on se débrouille tout seul. Et alors le Rav Kook va avoir une réponse, va lui dire, vous n'avez rien compris. On n'est pas venu pour vous apprendre quelque chose, on est venu, nous, pour apprendre de vous. Comment vous votre abnégation, votre messirut nefesh, votre don total de vos personnes à la mission de développer, de faire fleurir Eretz Israël malgré la faim, malgré le paludisme, malgré tous les problèmes que vous avez, on est venu apprendre de vous. Du coup, ça a cassé la glace et il commence à y avoir... on les accueille un petit peu mieux au Hadar Ochel jusqu'à ce que tombe la nuit. Un petit peu avant que tombe la nuit, arrive à Merchavia le Rav Klirs. Le Rav Klirs, c'était le rabbin de Tibériade. Je vous ai dit que il y a des rabbins, le Rav Marcus de Haïfa, le Rav Klirs de Tibériade, se sont joints au voyage des rabbinim quand ils étaient près de chez eux. Et donc le Rav Klirs de Tibériade arrive à Merchavia le soir. Mais le Rav Klirs amène une nouvelle terrible. Il amène la nouvelle que 2 jeunes pionniers ont été tués, un à Dgania, au kibbutz de Dgania, et un au kibbutz de Kinneret. Vous avez les photos ici. Du côté gauche, Moshe Barsky de Dgania. Du côté droit, Yosef Zalzman de Kinneret. Moshe Barsky de Dgania est allé chercher des médicaments pour son voisin, son ami, Shmuel Dayan, qui est très malade. Il va ramener ces médicaments, mais au retour, il est attaqué par des bédouins qui vont le tuer. Il aura le temps de tirer sur les bédouins et d'en blesser un. Et lui va mourir. Et c'est pour ça que Shmuel Dayan, reconnaissant à Bersky, parce que l'âne de Bersky continue le chemin et revient et arrive à Dgania avec les médicaments. C'est là qu'ils comprennent qu'il y a eu un problème. Si l'âne revient seul, où se trouve Moshe, on fait une battue sur le chemin et on retrouve le corps de Moshe Bersky. C'est pour ça que Shmuel Dayan, reconnaissant à Moshe Bersky de lui avoir donné le médicament, appellera le fils qui va lui naître un peu plus tard, Moshe Dayan, du nom de Moshe Bersky. Vous avez compris de qui il s'agit. L'arabe qui a été touché par Moshe Barsky va décéder de ses blessures 2 jours après, et pour se venger, ils vont tuer un autre juif, Yosef Zaltzman de Kinneret. Et alors, le Rav Klirs de Tibériade, donc à côté de Kinneret et de Dgania, arrive à Merchavia en racontant cette tragédie qu'il y a eu. 2 jeunes pionniers ont trouvé la mort. Je rappelle que c'est tout neuf. Dgania a été créé en 1909, Kinneret aussi, juste après. Donc, c'est des villages encore tout petits et déjà, ils payent un prix de sang très élevé. Et ce qui va réunir en fait les pionniers de Merchavia avec les rabbins va être le fait qu'ils vont demander aux rabbins de faire un espède, de faire une élogie pour ces 2 jeunes qui ont été tués. Le premier qui va prendre la parole, c'est le Rav Sonnenfeld. Le Rav Sonnenfeld a un problème parce que d'après la halacha, on ne fait pas de hesped à quelqu'un qui ne respecte pas le Shabbat. Et donc, il contourne un peu la question en parlant, il y a des noulo shafru et adam azé, il amène une... Je ne vais pas rentrer dans les détails de ce qu'il a fait, il a parlé d'un cas religieux en disant, il y a des noulo shafru et adam azé, nous ne sommes pas responsables de ce qui s'est parlé, il se dégage un petit peu, mais enfin, pour les gens de Merchavia, ça a été vu comme une participation à la douleur, au deuil, et ça passait correctement. Après lui a parlé le Rav Kook, qui lui a fait ce que font les rabbins dans des conditions similaires souvent, en disant on n'a pas le droit de faire la halacha ne nous permet pas de faire un espède pour des gens qui ne font pas le Shabbat, mais comment peut-on ne pas faire de espède à des gens comme ça qui ont donné leur vie pour développer le pays d'Israël, pour faire fleurir le pays d'Israël, et donc en fait il a fait un espède. Et donc ça a cassé la glace, et quand ils s'en vont, ils seront accompagnés par les gens de Merchavia qui s'engagent à cachériser la cuisine et à mettre des mezuzot aux portes. Donc il y a eu quelque chose qui a été fait. Malheureusement, dans des conditions difficiles, comme souvent en Israël, c'est le deuil commun qui a rapproché les parties. Peut-être encore une chose, j'ai dit que quand ils sont arrivés à Merchavia et que les jeunes de Merchavia ont dit au rabbin, on n'a pas besoin de vous pour nous dire comment vivre, le Rav Kook a dit, mais on n'est pas venu pour vous enseigner, on est venu pour apprendre de vous. Ce qui est très intéressant, c'est que une soixantaine d'années après, il y a dans la vallée d'Israël, donc pas loin de Merchavia, au kibbutz de En Harod, l'école fait un symposium sur les différents courants du judaïsme.
et il demande à deux jeunes de Jérusalem de présenter le judaïsme moderne religieux. Et il demande donc au Rav Tzvi Yehuda Cohen Cook, le fils du Rav Abraham Yitzhak Cohen Cook qu'on voit dans ce voyage, donc son fils dirige sa yeshiva à Jérusalem, on lui demande d'envoyer deux jeunes présenter le judaïsme religieux moderne dans ce symposium. Et quand ils reviennent à la yeshiva, le Rav Tzvi Yehuda leur demande « Alors qu'est-ce que vous avez appris à Ein Harod ?» Et les deux élèves lui répondent « Nous leur avons expliqué ce que c'est que le Shabbat, ce que c'est que la Kashrut. » Le Rav Tzvi Yehuda recommence. Qu'est-ce que vous avez appris à Ein Harod? Monsieur le Rabbin, on vous a dit, on leur a expliqué. Je n'ai pas demandé ce que vous leur avez expliqué. J'ai demandé ce que vous avez pris de eux. Les deux élèves le regardent, on est allé pour expliquer le judaïsme. Le Rav Tzvi Yehuda dit, vous n'avez rien à apprendre d'eux. Leur Mesirut Nefesh, leur abnégation, leur entêtement à travailler une terre aride, difficile, le paludisme, il n'y a rien à apprendre de leur qualité à eux. Ils ont une qualité formidable. Vous avez autant à apprendre d'eux qu'eux ont à apprendre de vous. C'était déjà ce qu'avait dit le Rav Kook 60 ans avant dans ce voyage en 1913. De Merchavia, les rabbins continuent. C'est un petit film sur Merchavia, sur cette rencontre des rabbinim, mais il est en hébreu, donc je vais le sauter pour l'instant. De là, ils vont à Sedgera. Ils arrivent à Kfar Tavor, pardon. Kfar Tavor, Mesra à l'époque, le village qui se trouve au pied du mont Tavor. Et ils arrivent là-bas sous une pluie battante. Je rappelle qu'on est en novembre, il fait déjà froid. Et la route est difficile, elle est boueuse. Il n'y a pas de route, c'est plutôt un chemin boueux, plein d'ornières. Et les agriculteurs de Kfar Tavor disent aux rabbanim, vous ne pouvez pas prendre la route maintenant. D'abord, vous allez vous embourber, vous n'allez pas pouvoir marcher. Ensuite, c'est dangereux. Je rappelle que 2 jours avant, 2 jeunes ont été tués la nuit, Moshe Bersky et Yosef Zaltzman. Donc, restez, passez la nuit à Kfar Tavor et vous prendrez la route demain. Ce que le Rav Kook accepte avec ses accompagnateurs. Et tout à coup, on se rend compte qu'il manque quelqu'un, le Rav Sonnenfeld. Le Rav Sonnenfeld a décidé de partir à pied dans la nuit vers Sedgera. Il a nié à leur prochain arrêt. Alors, au bout d'une heure, ils se disent, mais quand même, c'est dangereux, il va s'embourber, il va se perdre, il va être attaqué, il faut qu'on aille à sa rescousse. Et donc, on sort tant bien que mal de Kfar Tavor en s'enfonçant dans la boue jusqu'au genou. Et quand ils arrivent à Sedgera, ils se rendent compte que le Rav Sonnenfeld et son fils sont déjà en train de se sécher au coin du feu. Ils demandent au Rav Sonnenfeld, mais qu'est-ce qui vous a pris? Pourquoi vous êtes parti dans ce temps pourri avec les dangers de la route? Et le Rav Sonnenfeld de Jérusalem leur a dit, mais il faut apprendre à des jeunes agriculteurs juifs qu'un juif en Israël n'a pas peur. J'avais peur qu'à cause de ce qui s'est passé, ils commencent à avoir peur. Il faut leur apprendre. Donc, souvent l'impression qu'on a, c'est que ces juifs de Jérusalem, avec leur kaftan, étaient plongés dans la Torah et le reste n'intéressait pas. Il a dit, je vais leur apprendre qu'on n'a pas peur et malgré la nuit, malgré la pluie, malgré les ennemis, on prend la route et on fait ce qu'on a à faire. Une autre histoire sur Rav Sonnenfeld, c'est qu'il racontait que de temps en temps, il descendait de la calèche et il marchait à pied en disant qu'il y a une mitzvah de marcher en Eretz Israël. Tous ceux qui marchent 4 coudées en Eretz Israël a une part au monde futur. Et donc, pour participer à la mitzvah, de temps en temps, il descend de la calèche pour marcher à pied. Voilà, donc c'est pas de la même façon qu'on a à apprendre du Rav Kook, qu'on a à apprendre des Chalutzim, des pionniers, on a à apprendre du Rav Sonnenfeld. Chacun a apporté sa pierre à l'édifice. Et c'était le but du Rav Kook, de faire se rencontrer en pensant que chacun a quelque chose à amener aux autres et que c'est cette rencontre qui pourra avoir des fruits et être profitable à l'ensemble du peuple d'Israël. De Sedgera, ils vont aller à Bet-Gan, à Yavniel, je saute. À Yavniel, ils vont rencontrer les Sobotnikim. C'est juste en passant. Donc, ces Sobotnikim, il y aura là-bas un de ces convertis, ces Russes convertis, qui dit, rabbin, c'est insupportable. Moi, je suis un bon juif, mais ces gens-là, ce n'est pas des juifs, ils ne font pas de Shabbat comme il faut. C'est le Sobotnik converti qui fait la morale et dit au rabbanim d'être un peu plus serrer un peu plus la vis aux autres agriculteurs pour les ramener dans le droit chemin. Mais je vais arriver à Poria. Ils arrivent à Poria, et Poria, c'est encore un autre type de village agricole. Je rappelle qu'à l'époque, on expérimente. Alors, on expérimente le village agricole, on a expérimenté le kibbutz, on a expérimenté la coopérative. Poria, c'est encore un autre système.
C'est une moshava, c'est un village agricole, pas coopératif, pas kibbutz. C'est un village du style de la première Aliyah, donc des gens qui achètent leur terre et qui deviennent agriculteurs indépendants. Mais ce qui est nouveau, c'est que ce sont des juifs américains, ce coup-ci, pas des juifs d'Europe de l'Est qui quittent les pogroms, qui fuient les pogroms d'Europe de l'Est, mais des juifs américains qui ont une vie correcte et qui viennent par idéal en Israël. Alors ils disent, ouais, quand même, mais arriver à Poria où il n'y a rien, il y a un soleil de plomb, ça domine le lac de Tibériade, donc il fait 40 degrés à l'ombre sans ombre, il n'y a aucun arbre à l'époque. Et donc ce qu'ils font, c'est qu'ils achètent leur terrain, mais ils payent des jeunes ouvriers qui vont planter, qui vont défricher les champs, qui vont dépierrer le terrain, qui vont planter les arbres, et une fois qu'il y aura les premières récoltes dans 4 ans, alors ils viendront d'Amérique et ils prendront possession de leur maison, de leur champ, et ces jeunes ouvriers iront travailler ailleurs. Et donc quand les rabbinim arrivent en 1913, ils rencontrent ces jeunes ouvriers qui sont en train de préparer un village qui ne sera pas le leur. Ils le préparent pour ces propriétaires américains qui ont acheté le terrain, et eux n'ont rien. Ils ont leur chemise et leur labeur. Alors quand on n'a rien le soir, quand on rentre d'un travail échignant, qu'on est crevé, qu'on n'a pas de quoi manger, on n'a pas de quoi se chauffer, mais qu'est-ce qu'on fait? On chante et on danse. Et les rabbanim se joignent au chant et aux danses de ces chalutzim à Poria. On peut entendre un peu ce qu'ils chantaient à l'époque. Donc on a un récit du voyage, et c'est effectivement les chants qu'on chantait à l'époque. El Yivne HaGalil, Dieu construira la Galilée, Dieu construira la Galilée avec notre aide. On va l'aider un petit peu à construire la Galilée. Et donc ils chantent ces chansons. À ce moment-là arrivent 2 shomrim, vous voyez à gauche 2 gardiens. J'expliquais que les gardiens à l'époque étaient habillés comme les gardiens arabes, c'est-à-dire qu'ils portaient la kafia et le hakal sur la tête. Ils avaient la ceinture de balles en bandoulière et ils chevauchaient des chevaux, des alezans. Et donc, ils arrivent ce soir, ces deux gardiens qui ont fini leur tour de garde et qui se joignent aux gens qui dansent dans le réfectoire de Poria. Et le Rav Kook leur demande de sortir avec lui. Le Rav Kook sort avec ces 2 jeunes, va dans le bureau du directeur de la ferme, discute avec eux, puis après quelques minutes, les 2 jeunes reviennent danser avec tous les autres, El Yivne HaGalil et Avi Yivne HaGalil, et un des 2 danse avec un enthousiasme absolument extraordinaire, et ça prend quelques minutes jusqu'à qu'ils se rendent compte que le danseur n'est autre que le Rav Kook. Le Rav Kook a échangé ses vêtements rabbiniques avec un des shomrim, et il revient avec la kafia, avec le hakal sur la tête, avec la ceinture de balle en bandoulière, avec le fusil à la main, et il danse parmi les danseurs. Et au bout de quelques minutes, il s'arrête, il dit, vous voyez, je n'ai absolument aucun problème, aucune honte à revêtir vos vêtements. Pourquoi avez-vous honte de revêtir les vêtements juifs traditionnels? De la même façon que je n'ai pas honte de vêtir vos vêtements de shomrim, de gardiens, d'agriculteurs, n'ayez pas peur de la tradition juive. On peut être agriculteur en Eretz Israël tout en étant respectueux de la tradition juive. Et il a dit, je ne quitterai pas ces vêtements tant que vous ne me promettez pas de cachériser la cuisine. Et les jeunes vont répondre, on promet. Et effectivement, le lendemain, quand les rabbanim vont continuer vers le kibbutz de Dgania, un des leurs va rester à Poria pour aider à cachériser la cuisine de Poria. Donc, il y a eu des fois des réussites aussi dans ce domaine-là, grâce au fait que le Rav Kook a dansé, a réussi à parler une langue qu'il comprenait à Poria. Pardon. De là, ils vont continuer, j'ai dit, vers Dgania, ils vont continuer vers Kinneret, ils vont rencontrer les Yéménites. Donc, j'ai expliqué tout à l'heure que les Yéménites, c'est un autre problème, ils ont été très mal reçus parce qu'ils sont un peu trop religieux, un peu trop différents de ces socialistes. Et eux, vraiment, sont très, très pauvres, ont plus de problèmes parce qu'ils n'ont aucun arrière financier pour les soutenir. Ce n'est pas comme ces jeunes chalutzim qui sont encore soutenus par le mouvement sioniste. Eux n'ont rien, donc il y aura des problèmes à part à régler. Le Rav Kook va prendre
va s'atteler à cette tâche d'aider les Yéménites. Mais j'arrive à Rosh Pina, le temps est un peu court, et à Rosh Pina en Haute-Galilée, ils arrivent à la synagogue. De nouveau, c'est une Moshava de la première Aliyah, donc comme à Zichron Yaakov, il y a une synagogue traditionnelle, il y a juste un problème. Il y a même un rabbin à Rosh Pina, mais le rabbin ne vient pas à la synagogue, il est un peu fâché avec la communauté, il prie chez lui, et en fait, celui qui dirige la synagogue, qui fait les sermons, c'est le professeur de l'école de Rosh Pina, qui s'appelle Simcha Bilkomitz, vous avez une photo en bas à gauche. Simcha Bilkomitz fait partie d'un comité qui s'appelle Merkaz Hamorim. Merkaz Hamorim, le centre des enseignants, c'est une organisation qui a été créée pour promouvoir l'étude de l'hébreu. À l'époque, je rappelle, les Juifs reviennent du monde entier, on revient d'Europe de l'Est, on revient d'Afrique du Nord, on revient du Yémen, on revient d'Irak, d'Iran. Personne ne parle hébreu. Et donc, ces enseignants veulent enseigner l'hébreu. Et en général, ils sont engagés dans les moshavot parce que les agriculteurs sont très pauvres. Ils vivent au crochet du baron, des subventions. Ils n'ont pas d'argent pour payer des profs. Et là, ils ont des profs gratuits. Donc, la solution, c'est de prendre ces profs gratuits, même si l'enseignant qui dispense n'est pas tout à fait conforme à ce que voudraient ces agriculteurs, qui sont beaucoup plus traditionnalistes, alors que ces profs sont beaucoup plus assimilés, voire laïques. Par exemple, Simcha Bilkomitz, qui vient à la synagogue et qui fait un sermon à la synagogue, après, il est capable de sortir de la choule de Shabbat, d'aller allumer une cigarette. Et quand on va lui demander, mais quel exemple tu donnes aux enfants, il dit, moi, je suis prof. Mon rôle, c'est d'enseigner les prières, les textes, à lire les textes aux enfants. Le fait qu'ils doivent prier ou faire le Shabbat, ça, c'est aux parents de s'en occuper. Moi, je ne suis pas éducateur. Moi, je suis prof, j'enseigne le texte. Après, c'est aux parents de s'occuper de l'éducation de leurs enfants. Ce n'est pas mon problème. Donc, une dichotomie très profonde d'un prof qui enseigne la Torah, mais qui ne la pratique pas. Et donc, le Rav Kook monte en chair et commence à faire son discours. Il se fait interrompre, à la limite hué par Simcha Bilkomitz, qui lui, monsieur le rabbin, c'est quoi? C'est dans une synagogue, on parle hébreu. Parce que le rabbin, bien sûr, il parle la langue que parlent les Juifs à l'époque. Ces Juifs, ces agriculteurs d'Europe de l'Est, qu'est-ce qu'ils parlent? Ils parlent le yiddish. Donc, le Rav Kook fait son discours en yiddish, qui est la langue connue par les parents. Les enfants apprennent l'hébreu à l'école. Les parents apprennent l'hébreu de leurs enfants. Ils ne parlent pas l'hébreu toujours de façon très... Ils ont appris un hébreu rudimentaire. Et donc, le prof, il dit, monsieur le rabbin, dans une synagogue, on parle en hébreu. Il s'est trompé de cible parce que le rabbin, le Rav Kook, savait très très bien l'hébreu. Quand on lit les livres du Rav Kook, c'est un hébreu très littéraire, un hébreu de très haut niveau. Et donc, le Rav Kook, sans aucun problème, continue son laïus en hébreu. Et du coup, Phil Komitz ne peut plus parler, n'a plus rien à dire. Juste en parlant de ça, c'est l'occasion de rappeler, mais c'est le sujet d'un cours à part, qu'on est à l'époque en Israël, une époque de ce qu'on appelle la querelle des langues. 1913, on est en train de construire, de ramasser les fonds pour commencer à construire le Polytechnicum à Haïfa et l'Université hébraïque de Jérusalem, où il est évident que l'enseignement se fera en allemand, qui est la langue de la culture de l'époque. Je rappelle que Herzl, le visionnaire de l'État d'Israël, a écrit un ouvrage formidable qui s'appelle l'État des Juifs. Si vous n'avez pas encore lu, c'est le moment d'aller l'acheter, ou même vous pouvez le trouver sur Internet et de le lire. Encore mieux, c'est Alt Neuland, Pays ancien, Pays nouveau, qui est un roman utopique, mais le pays des Juifs, c'est son programme sioniste. Et Herzl qui a envisagé le fait que les Juifs vont revenir, qu'on aura une armée, qu'on aura de l'électricité dans le pays, qu'il y aura des trains, qu'il y aura une conduite d'eau qui amènera l'eau du lac du Tibériade vers le désert du Sud. Tout ça, il a déjà vu dans son livre en 1897. Mais il y a une chose. Ok. Brigitte, je vois ta réaction. J'ai plus le temps, on en parlera après. Ok. Et donc, Herzl, qui a déjà vu énormément de choses qui seront la réalité de l'État d'Israël 50 ans plus tard, dans son livre écrit, quelle langue va-t-on parler en Israël? Ben, c'est compliqué. L'hébreu, c'est pas possible. Parce que personne ne parle assez d'hébreu pour acheter un billet de train. Comment est-ce qu'on dit un train en hébreu? Comment est-ce qu'on dit un billet en hébreu? Dans l'hébreu biblique, il n'y a pas de billet, il n'y a pas de train. Donc, on n'a pas le vocabulaire. Et ce que propose Herzl, c'est qu'on va faire comme la Suisse. Les cantons suisses, chacun parle son langue. Alors, il y en a qui parleront le judéo-arabe, il y en a qui parleront le ladino, il y en a qui parleront le yiddish, il y en a qui parleront le français, le russe. Et puis, finalement, émergera une langue commune aux Juifs d'Eretz Israël. Donc ça, dans toute sa vision, Herzl n'a pas pensé
au fait qu'on parlerait hébreu un jour en Israël. Mais à l'époque, c'était vraiment le moment de la grande bataille des langues, ce qu'on appelait en hébreu la bataille des langues, Milchemet Asafot. Et vous voyez en bas à gauche, en bas à droite, pardon, Eliezer Ben Yehuda qui a écrit le dictionnaire de l'hébreu moderne, le premier dictionnaire, le Rav Kook. Et les deux veulent que l'hébreu soit la langue parlée, mais pas tout à fait pour les mêmes raisons. C'est-à-dire que les linguistes voulaient, à droite, il y a une lettre où ils expliquent que c'est de la fierté nationale de parler une langue nationale, donc on ne va pas laisser l'hébreu, on peut utiliser l'allemand, l'anglais pour des besoins, mais la langue de l'enseignement sera l'hébreu. À gauche, le Rav Kook qui dit l'hébreu c'est important dans la culture juive, mais bien sûr il faut aussi donner des valeurs juives, et que l'hébreu comme langue, sans toutes les valeurs qui vont autour, n'arrivera pas à faire tenir l'État comme État juif. Donc il y a ces discussions, mais en tout cas, à Rosh Pina, le Rav Kook leur montre qu'on peut parler Torah en hébreu et tout fonctionne. Bon, alors, on a plus ou moins fait le tour de ce voyage. On n'a pas fait toutes les stations parce qu'on est limité dans le temps. D'habitude, c'est un voyage que je fais sur 2 jours sur le terrain, donc je vous invite à venir avec moi quand les règles s'assoupliront, qu'on pourra retourner sur le terrain. Je vous invite à faire 2 jours vraiment sur le terrain, de voir les endroits où les rabbinim sont vus. On a encore des gens il y a des témoignages de ce qui s'est passé, des petits-enfants qui racontent l'histoire, très intéressant. Le Bet Rav Kook l'organise. Vous pouvez me contacter si vous voulez qu'on le fasse en français, on peut le faire en français aussi, ou en hébreu. Donc c'est un voyage très intéressant. Alors qu'est-ce qui s'est passé? À la fin, le Rav Kook décide, d'abord il fait écrire un livre par Binyamin Horowitz, un livre qui va être diffusé en Allemagne pour dire aux Juifs d'Allemagne, donner de l'argent, parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que les réponses ont été très favorables. On est d'accord d'avoir des profs qui enseignent l'hébreu, qui enseignent plus juif que les profs du Merkaz Amorim. Ça coûte de l'argent, donc il faut de l'argent pour payer les profs. La cacheroute, il faut un shochet qui va enseigner les bêtes, donc il faut de l'argent pour un shochet. Il faut de l'argent pour l'entretien du mikvé. Donc en fait, tout repose sur une question d'argent. En fait, ce n'était pas l'abandon de la Torah, surtout dans les Moshavot de la première Aliyah, était beaucoup dû au fait qu'il n'y avait pas les fonds nécessaires. Une fois qu'on n'a pas de prof, alors les enfants n'ont pas appris. Une fois que les enfants n'ont pas appris, ils ne sont pas sensibilisés au judaïsme, donc il faut de l'argent. Et donc le Rav Kook fait écrire un livre qui va être diffusé en Allemagne essentiellement. C'est là qu'il y a des juifs pratiquants et qui ont argenté, qui pourront subventionner son but. Et le Rav Kook écrit qu'à partir de maintenant, il faudra faire ce voyage chaque année, ou au moins ou même 2 fois par an, pour vérifier sur le terrain que les instructions des rabbins sont appliquées, pour demander s'il y a des problèmes qu'ils doivent aider à gérer ou à donner des solutions. Le problème, c'est qu'on était en novembre de 1913. Et que l'année prochaine, en 1914, va éclater la Première Guerre mondiale. Et donc, il y aura d'autres priorités que de faire des voyages à travers les villages. Israël sera au centre de la guerre entre l'Allemagne et les Turcs et les Anglais de l'autre côté. On voit un tank, un des premiers tanks a été engagé sur le front de Palestine pour prendre l'importance stratégique du pays à l'époque. Et le Rav Kook lui-même se trouve coincé en Europe pendant la Première Guerre mondiale parce qu'il était allé à l'été 1914, juste avant que la guerre n'éclate. Il était en Allemagne pour la convention de la Agudat Israël. Donc le parti religieux allemand Agudat Israël a invité le Rav Kook. Et il est venu justement pour trouver des fonds dont il avait besoin pour réaliser les projets en fonction du voyage qu'il avait fait. Je donne un exemple dans les réussites qu'il y a eu. Par exemple, j'expliquais que le problème c'était les profs et que les profs sont des profs moins religieux, mais qu'il n'y a pas d'argent pour se payer des profs religieux. Alors, en revenant de ce voyage, Rabbi Binyamin Horowitz va débloquer des budgets pour engager 6 profs. 6 profs pour 30 villages, ce n'est pas suffisant. Mais au moins 6 villages vont recevoir des profs plus dans l'optique des rabbins. Et ce qui va se passer pour comprendre, par exemple, là je souligne, à Yavniel, donc un des villages qui a été traversé par ces rabbins, est envoyé Rav Moshe Porush. Rav Moshe Porush, c'est le grand-père du parlementaire actuel, Rav Porush, qui est aujourd'hui parlementaire de l'Agudat Israël au Parlement israélien. Son grand-père a été envoyé comme enseignant à Yavniel. De façon classique, il arrive là-bas, juif de Jérusalem, il commence à enseigner en yiddish. Il voit que ça ne marche pas. Il remplace un prof, il fait la concurrence à une autre école qui parle en hébreu. Les agriculteurs pensent que c'est un handicap pour leurs enfants s'ils n'apprennent pas l'hébreu. Donc, ils les envoient à l'école
classique du Merkaz Amorim. Du coup, le Rav Poruch va commencer à enseigner en hébreu. Et en 6 mois, tous les gosses passent chez lui et l'autre école ferme. Donc il y a eu une répondance. Donc, vraiment, ces agriculteurs voulaient une vie religieuse comme ils l'avaient connue avant de venir en Israël. Ils n'étaient pas contre. Le problème était un problème pécunier, un problème de trouver des subventions pour des profs religieux et aussi des profs religieux un peu plus modernes qui enseigneraient la Torah en hébreu, qui enseigneraient aussi un petit peu de maths, un petit peu d'autres matières. Et une fois que la réponse a été donnée, ben, ça a fonctionné. Donc par exemple, à Yavniel, il y a une école, tout le système scolaire a été changé après ce village. À Kinneret, à Shochet a été envoyé. Un élève du Rav Kook est parti à Kfar Tavor pour être rabbin et pour gérer. Il va être beaucoup de choses. Il va être rabbin, il va être postier, il va être meunier. Enfin, il va faire un tas de rôles à Kfar Tavor. Il va changer un petit peu la donne à Kfar Tavor. Donc, il y a eu quelques réussites. Le problème, c'est que la Première Guerre mondiale a tout cassé, a mis un arrêt complet à ce qui s'est passé. Et finalement, le Rav Kook, qui est coincé en Allemagne par la déclaration de guerre, va revenir en Israël uniquement en 1919, après la guerre. Et là, il sera nommé par les Anglais grand rabbin d'Israël. Et donc, il va faire des voyages, mais un peu autrement. Il va gérer le système un petit peu autrement quand il sera maintenant grand rabbin de tout Israël. Quelles sont les réussites, les résultats de ce voyage un siècle après? Aujourd'hui, à notre époque, ben, je peux dire, j'ai pris quelques exemples. Aujourd'hui, en Israël, tous les produits agricoles sont cachers. Si vous allez au marché, le rabbinat prend les dîmes et pouvait acheter des fruits d'Israël sans problème en allant à Machane Yehuda, à Jérusalem, ou Chouk Betzalel, ou au Supersal, ou chez Rami Levi. Le Rav Kook a réussi à convaincre même les kibbutzim et les moshavim, tout le monde, de prendre ces dîmes et de cachériser la production agricole pour qu'elle soit consommable par tout le monde. Donc on n'a pas un système cachère et un système non cachère en parallèle. L'éducation aujourd'hui aussi, de nouveau, on a rouvert la bibliothèque juive. Il y a moins de peur d'étudier les textes juifs, même dans des publics qui sont moins religieux. Et je pense qu'une des grandes réalisations d'État d'Israël, c'est que les instances d'État d'Israël sont cachères. Vous allez dans un hôpital, c'est cachère. Vous allez à l'armée, c'est cachère. À différents niveaux, c'est peut-être pas le niveau ultra top, on peut trouver plus et mieux, mais un niveau de base, chaque Israélien, chaque Juif israélien peut aller à l'armée en sachant qu'il peut trouver à manger cachère, ce qui n'était pas le cas avant l'État d'Israël. À l'époque de la Haganah, avant l'État d'Israël, il y avait des unités religieuses, on observait Shabbat, on mangeait cachère. Dans le reste de la Haganah et du Palmar, il n'y avait pas de Shabbat, il n'y avait pas de cachère, rien. Alors, au début de l'État d'Israël, les généraux issus de la Haganah du Palmar ont voulu continuer ce même état de fait. Le Rav Goren, qui avait été nommé aumônier des armées, a voulu faire un minimum vital, un status quo minimal pour que tout le monde puisse servir dans l'armée, donc on respecte le Shabbat et Kashrut. Et Ben Gurion a donné raison au Rav Goren et a imposé à l'armée, aux hôpitaux et autres, d'être cachère, de respecter le Shabbat et donc de créer ce minimum vital qui permet en Israël à toutes les populations juives de vivre ensemble, certains plus religieux, certains moins religieux, certains pas religieux, mais en fait, l'étincelle qui a commencé, c'est ce voyage dont on vient de parler en 1913. Alors, juste pour donner quelques exemples de conclusion, j'espère que vous laissez encore 5 minutes. Par exemple, le président de la Knesset dans les années 60, Kadish Luz, qui habitait au kibbutz de Dgania, était invité en tant que président de la Knesset du Parlement donc à l'inauguration de la yeshiva du Rav Kook, donc du fils du Rav Abraham Yitzhak HaKohen Kook, et a dit Lo hikarti harbe et Harav, je n'ai pas connu le père du Rav Kook actuel, le Rav Kook qui est venu à Dgania, mais je sais qu'il est venu à Dgania chez nous il y a 50 ans. כשהוא ביקר לפני כ-50 שנה בדגניה, הרגשנו שגוש אש נעקר מהר סיני וירד אלינו. Quand il est venu, quand le Rav Kook, le père, est venu à Dgania il y a 50 ans, nous avons eu l'impression qu'un bloc de feu s'est détaché du mont Sinaï et était arrivé chez nous. Donc, c'est expliqué, c'est que c'est pas que demain ils sont devenus religieux, ils ont fait Shabbat et mangé kasher, mais il y a eu un respect de ce rabbin qui s'est déplacé pour les rencontrer, et ça a ouvert des communications qui évolueront plus tard. C'est après Kadish Luz, qui est membre du kibbutz, a pu inaugurer la yeshiva à Jérusalem. Et la lettre à droite, c'est une lettre d'un avocat qui, 50 ans après, envoie une lettre au Rav Lau
le grand Rabbin d'Israël, en lui disant qu'en entendant parler le Rav Lau dans une réunion il n'y a pas longtemps, ça lui a rappelé la visite du Rav Kook quand il était ouvrier agricole dans la ferme de Poria, là où les rabbinim ont dansé, Rav Kook déguisé en shomer. Il dit, quand je vous entends parler avec des non-religieux de façon de Mahom, sans essayer d'imposer, je me rappelle du voyage du Rav Kook. Donc ce voyage a eu une importance. Les gens qui en étaient témoins s'en sont rappelés encore des années après. Aujourd'hui, on peut voir des kibbutzim qui commencent à faire Yom Kippour. On peut voir des kibbutzim qui ouvrent des synagogues. Megiddo a ouvert une synagogue il y a 3 ans. On peut voir des gens ultra-religieux, Haredim qui vont à l'armée. Je ne dis pas que tout marche bien. On a beaucoup de problèmes en Israël. Je ne cache pas les problèmes. Je veux dire que se jeter des ponts, ce qu'a essayé le Rav Kook, c'était ça qu'il a essayé de faire en 1913. Je voudrais terminer sur quelque chose, une idée un petit peu audacieuse, par laquelle j'ai l'habitude de finir cette conférence. Pour moi, une des conséquences de ce voyage encore bien plus importante, c'est que j'expliquais que le Rav Kook est allé en 1914 en Allemagne chercher des fonds pour financer les changements qu'il voulait faire suite à ce voyage. Il était coincé en Allemagne. De là, il s'est réfugié en Suisse. Il a reçu une invitation d'être rabbin de la communauté de Whitechapel en Angleterre. En Angleterre, en 1917, le gouvernement veut proposer ce qui va s'appeler finalement la déclaration Balfour, d'annoncer que le gouvernement anglais voit d'un œil favorable la création d'un État juif en Israël. Les Juifs assimilés de Londres s'opposent à ce projet. On est anglais. Qu'est-ce que c'est que ça de faire un État en Palestine? On va être accusé de double allégeance. De toute façon, on n'a aucune envie d'aller dans un désert en Palestine. On est très bien à Londres, on est citoyen anglais, et donc ils vont s'opposer. Et quand la discussion sur la déclaration Balfour va arriver au Parlement anglais, il y a 2 lords, le Lord Stirling et le Lord de Montagu, qui sont des juifs, qui vont s'opposer à la déclaration Balfour. Et donc un 3e lord va dire, bon, si les lords juifs sont contre, il n'y a pas de raison qu'on s'engage vers le peuple juif, les juifs n'en veulent pas. Et alors un 4e lord va dire, mais qu'est-ce que vous pensez? Le Rav Kook qui soutient cette déclaration Balfour, qui est meilleur représentant du peuple juif? C'est 2 lords, Stirling et Montagu, qui sont entièrement assimilés, ou le Rav Kook, rabbin des Juifs de Whitechapel? Et en fait, il va être applaudi, et c'est cette idée-là qui va faire que la déclaration Balfour va être acceptée. Donc en fait, par le fait que suite à ce voyage, le Rav Kook s'est retrouvé en Angleterre, il a pu apporter sa pierre à la déclaration Balfour. Donc c'est aussi une conséquence de ce voyage de déclaration Balfour qui va être le prémisse des accords de San Remo qui vont être la base légale de l'État d'Israël. Voilà, alors il y a des livres sur le sujet pour ceux que ça intéresse. J'aurais fini par une petite chanson, mais je crois que j'ai dépassé le temps, alors je vais ouvrir le micro. Mais non, ceux qui veulent nous quitter peuvent nous quitter. Je vais répondre aux questions, juste mettre 2 ou 3 notes de musique d'une chanson du Rav Kook que j'aime beaucoup. Bien, c'est très joli, mais le temps est passé. Cette chanson parle c'est un texte du Rav Kook, Ben Adam, allez le mal à aller. Homme, lève-toi et prends ton envol. Tu as des possibilités, tu as des ailes comme l'aigle qui te permettent de t'élever. Alors élève-toi et remplis tes missions. Voilà, c'est ce que j'avais raconté sur ce voyage de 1913. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a donné envie de faire le voyage sur le terrain où on a plus le temps de développer, de discuter. Là, c'était un petit peu concis. De faire ça en 1 heure, c'était pas évident pour moi. J'ai dû beaucoup écrémer et supprimer de ce qui s'est passé, mais j'espère que ça fait connaître quelque chose qui était moins connu et vous a fait envie de faire le voyage. Voilà, on va ouvrir le micro. Johan, tu ouvres le micro, ceux qui veulent répondre. Oui, Ariel, merci beaucoup. Ça m'a étonné que tu as fait ça qu'en une conférence, puisque d'habitude, tu fais ça en 2 jours. Mais j'ai compris pourquoi. C'est parce qu'en fait, tu veux donner goût aux gens de venir. Il y a déjà des inscrits, puisqu'il y a déjà Joël qui a dit « j'ai très envie de faire le voyage ». Il y a Chantal qui a posé une question qui dit « est-ce que tout est vraiment cachère partout dans les fruits et légumes ?» Avant de répondre, je dirais déjà, Chantal, que ce qu'on peut trouver sur la rue, dans la route parfois,
ça n'a passé aucun piquoir. Ça veut dire s'il y a des gens qui vendent de leurs champs dans la rue, ça, on ne sait pas s'il y a Troumot ou Masrot. En tous les cas, elle demande la question, est-ce que vraiment tout est cachère partout au niveau des fruits et légumes? Bon, alors, je ne peux pas dire au niveau de partout, chacun doit vérifier dans le rabbinat là où il habite, mais en gros, dans tout ce qui est les circuits de commercialisation qui passent par les halles centrales et les grandes chaînes de distribution, toutes les grandes chaînes, Supersal, Yohananov, Coop, tout ça, c'est géré, il n'y a aucun problème. Je dis, dans des villes secondaires où il y a moins, peut-être, alors il faut vérifier, par exemple, si vous allez au marché de Ramleh, effectivement, vous avez des gens qui viennent commercialiser directement qui ont leur étalage à eux de leur jardin. Ça peut être problématique. Mais ce qui arrive, quand vous allez au marché, ce ne sont que des vendeurs qui ont acheté au hall et qui commercialisent, tout ça a été géré. Aujourd'hui, il y a encore un problème en Israël, ce n'était pas ça que je voulais parler, mais la orla, par exemple, les fruits des 3 premières années des arbres qui sont interdits. Aujourd'hui, le rabbinat utilise des drones qui survolent les plantations et donc chaque année, on fait la cartographie, on sait exactement où sont produits les fruits orla et on peut bloquer pour que ça ne rentre pas dans les circuits de distribution. Je dis, des erreurs, il peut toujours y avoir, mais en gros, en Israël, d'après une règle de halakha, kol de Parish, Neruv Parish, quand on est dans un doute, quelque chose qu'on ne sait pas, la majorité est oui cachère. S'il y a des fois des dérapages, ça peut toujours arriver dans tous les circuits. Bien. Y a-t-il d'autres questions? Non? Il y a Abraham qui nous dit Toda Rabba. Toda Rabba à vous. Je vois qu'il y a eu une très belle participation. Là, j'ai vu 125 personnes. Merci. Alors, effectivement, j'ai fait ça en une fois parce que j'ai encore tellement de sujets sur la planche que c'est dommage. Il faut laisser aussi la place aux autres sujets. Puis ça, on le fera sur le terrain. Super. Alors, merci. Et on enchaîne dans 20 minutes avec le Rav Chouraki. Merci beaucoup. Bien, au revoir tout le monde. Allez, Ariel. Au revoir. Au revoir. תודה רבה. De quoi?